Mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel de Savoie, mesdames et messieurs les représentants de notre territoire, mesdames et messieurs, il est des instants dans l'histoire d'un peuple qui ne se signale ni par le bruit, ni par l'agitation, mais par une forme de gravité silencieuse, presque imperceptible et pourtant décisive, car il marque le moment précis où une communauté humaine cesse de se percevoir comme un simple espace administré pour commencer à se penser comme un sujet politique à part entière. Le moment que nous vivons aujourd'hui appartient à cette catégorie rare. Il ne s'agit pas d'une réunion de plus que nous avons vécue ce samedi 28 mars dernier, ni d'un exercice formel destiné à alimenter un calendrier institutionnel, mais bien d'un acte de conscience collective, d'une étape dans un processus plus vaste dans lequel un territoire, une histoire, un peuple décident de se regarder avec lucidité et de comprendre leur situation réelle. Et d'assumer progressivement aussi les conséquences de cette compréhension, car la Savoie n'est pas une abstraction, elle n'est pas une construction artificielle née d'un découpage administratif, elle est une réalité vivante, façonnée par des siècles d'histoire, par des équilibres géographiques spécifiques, par des dynamiques humaines, économiques et culturelles qui lui confèrent une cohérence à la fois propre, une identité reconnaissable et surtout une capacité à se projeter dans l'avenir, dès lors qu'elle accepte de se penser comme telle. Et c'est, mesdames et messieurs, aujourd'hui précisément ce basculement qui est en train de s'opérer. Non pas dans le tumulte, mais dans la profondeur. Non pas dans l'improvisation, mais dans la structuration progressive d'une volonté collective qui, à force de persistance, devient une force politique. Car il faut le rappeler avec précision, un État ne naît pas d'un décret, ni d'une proclamation isolée, ni même d'une reconnaissance extérieure immédiate. Il naît d'un processus. Il naît lorsque des femmes et des hommes prennent conscience que leur destin ne peut plus être entièrement déterminé par des centres de décision éloignés. Lorsque les élites locales commencent à structurer une pensée autonome, lorsque des institutions émergent pour organiser cette pensée et lorsque surtout le coût de la dépendance devient plus élevé que celui de l'autonomie, nous sommes aujourd'hui à l'intersection de ces dynamiques. Et pendant longtemps, l'intégration dans la République française a été perçue comme un cadre stable, protecteur, garant d'un certain équilibre, et il serait historiquement inexact de nier ce que ce cadre a pu apporter. Il est clair que dans l'histoire, rien n'est figé. Tous les contextes évoluent et les réalités se transforment et ce qui était adapté hier peut devenir inadapté aujourd'hui. Ce que nous observons désormais, ce n'est pas une rupture brutale, mais une lente divergence entre un modèle centralisé et un territoire qui, par sa nature même, exige une capacité d'adaptation, de précision et de réactivité que ce modèle peine de plus en plus à offrir. Tout simplement, cette divergence se manifeste d'abord dans l'économie, qui constitue toujours le socle matériel de toute réflexion politique sérieuse. Et la Savoie est un territoire de production et de richesse. Elle attire, elle génère, elle rayonne. Ces stations de montagne comptent parmi
les plus fréquentés au monde, et ces paysages constituent un capital naturel d'une valeur absolument exceptionnelle. Et son tissu de petites et moyennes entreprises témoigne d'une vitalité réelle. Son agriculture de montagne, bien que fragile, incarne un savoir-faire et une identité qui dépasse la seule logique économique. Et pourtant, malgré cette richesse produite, malgré cette attractivité indéniable, il y a un déséquilibre profond qui s'installe, qui est perceptible dans le quotidien des habitants. Et en tant que porte-parole du gouvernement de l'État de Savoie, il est de mon devoir aussi de vous parler du coût de la vie, ce coût de la vie qui augmente de manière continue. Le logement aussi qui devient tout simplement inaccessible pour une part croissante de la population locale. Et parlons-en, c'est un sujet très important, les jeunes générations peinent à se projeter durablement sur leur propre territoire. Et les travailleurs essentiels au fonctionnement de l'économie touristique sont contraints de s'éloigner, de s'adapter et de vivre dans une tension permanente entre leurs activités et leurs conditions de vie. Donc ce paradoxe, produire de la richesse sans en bénéficier équitablement, ne relève donc pas d'un accident. Il s'inscrit malheureusement dans une logique que nous devons analyser avec la plus grande rigueur. Parce que cette logique tient notamment à la dissociation croissante entre le lieu de production de la richesse et le lieu de sa captation. C'est une part significative des flux financiers générés en Savoie qui ne reste pas sur le territoire. Elle est absorbée par des structures extérieures, par des investisseurs non résidents, par des plateformes internationales, par des circuits économiques qui dépassent largement notre cadre local. Et le tourisme, qui constitue un pilier majeur de notre économie, fonctionne ainsi comme une économie d'exportation inversée. Les consommateurs viennent sur place, mais la valeur générée ne se fixe pas intégralement sur le territoire. Donc parallèlement, le foncier devient un actif spéculatif transformant progressivement certaines zones en espaces dominés par la résidence secondaire au détriment de la vie permanente. Et ce phénomène n'est pas neutre parce qu'il modifie à la fois la structure sociale, mais il fragilise la cohésion. Il transforme le rapport des habitants à leur propre territoire. À cela s'ajoute un déséquilibre entre une économie productive, créatrice de valeur, durable, et une économie résidentielle ou touristique, plus volatile, plus dépendante des cycles externes, plus exposée aux fluctuations globales. Donc l'ensemble de ces éléments compose un système qui, bien qu'en apparence prospère, nous révèle en profondeur des fragilités absolument croissantes. Et pour comprendre ces fragilités, il faut replacer cette économie dans son cadre institutionnel, celui de la République française. Ce cadre repose sur un principe de centralisation qui historiquement a permis de structurer un État fort, cohérent, capable d'imposer une certaine uniformité, mais cette uniformité devient problématique lorsqu'elle s'applique à des territoires dont les spécificités sont trop marquées pour être intégrées dans des modèles généraux. C'est-à-dire que les décisions prises à distance peinent à refléter la réalité du terrain et les politiques publiques manquent de réactivité. C'est donc les normes uniformes qui génèrent des effets inattendus, parfois même contre-productifs, et la redistribution nationale qui constitue un pilier du modèle. Et tout ça ne garantit pas toujours un retour proportionnel des richesses produites localement, ce qui alimente un sentiment de déséquilibre et de perte de maîtrise. Il ne s'agit pas ici d'un jugement moral, mais d'un constat fonctionnel. Un système conçu pour l'uniformité qui a atteint ses limites lorsqu'il est confronté à la diversité. Mais notre réflexion serait incomplète
si elle ne s'inscrivait pas dans le contexte plus large du monde contemporain, qui est un monde à la fois marqué par une instabilité croissante, par un retour des tensions, par une remise en cause des équilibres que l'on croyait acquis, notamment, je vais vous parler du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ça en est une illustration absolument brutale. Et il ne s'agit pas seulement d'un affrontement géopolitique analysé à distance, mais d'une réalité humaine, d'une intensité extrême et d'une guerre qui se vit dans la matière même du quotidien, à la fois dans la destruction des infrastructures, dans la désorganisation des sociétés, et bien sûr dans la peur constante des populations civiles, dans la fatigue et la tension des combattants. L'expérience du terrain, qu'elle soit directe ou indirecte, transforme donc radicalement la perception que l'on peut avoir de ces événements. Elle impose une lucidité que les discours abstraits ne peuvent atteindre. Elle rappelle que la stabilité est toujours relative et que les équilibres peuvent basculer et que la paix n'est jamais définitivement acquise. Dans le même temps, la situation actuelle de l'Iran souligne que ces tensions ne sont pas isolées et qu'elles s'inscrivent dans une recomposition globale des rapports de force. Dans un monde de plus en plus multipolaire, où les crises peuvent émerger rapidement et produire des effets en chaîne. Mesdames et messieurs, dans un tel contexte, dans une situation aussi incroyable, la question de la souveraineté prend alors, pour notre peuple, pour notre pays, la Savoie, une dimension totalement nouvelle. C'est-à-dire qu'elle cesse d'être un concept abstrait pour devenir une condition concrète de résilience. Un territoire qui ne maîtrise pas ses décisions fondamentales, économiques, politiques, stratégiques, s'expose à une forme de vulnérabilité. Et à l'inverse, un territoire capable de structurer ses institutions, d'aligner ses ressources et ses objectifs, de définir ses priorités, dispose d'une capacité d'adaptation bien supérieure. Et c'est cette capacité que nous devons interroger pour nous-mêmes, non pas dans une logique de repli, mais dans une logique de responsabilité qui s'inscrit dans une continuité historique. Car la Savoie n'est pas étrangère à l'épreuve. Elle a connu des périodes de tension, d'abord d'annexion, puis ensuite de domination totale. Et elle a vu passer des moments où l'équilibre semblait rompu, où la contrainte semblait s'imposer, et pourtant à chaque fois, des hommes et des femmes se sont levés. Ils n'étaient pas porteurs d'une théorie, ils répondaient à une nécessité. Ils ont protégé leur famille, défendu leurs terres, maintenu une forme de dignité collective. Certains sont tombés, d'autres ont transmis, mais tous ont contribué à maintenir ce fil invisible qui relie les générations. Ce fil, nous en sommes les héritiers. Et être héritier ne signifie pas simplement se souvenir. Cela signifie assumer. Assumer que tout ce qui nous a été transmis n'est pas acquis définitivement, qu'il doit être entretenu, adapté, prolongé. Et c'est dans cette perspective que votre rôle, en tant que membre du Conseil constitutionnel de Savoie, prend toute sa dimension, et nous en avons pleinement conscience. Vous n'êtes pas simplement en train de produire des textes, vous êtes en train de structurer un cadre, et vous définissez les principes qui encadreront l'exercice du pouvoir. Vous posez les garanties qui protégeront les libertés, vous organisez les équilibres qui permettront à cet ensemble de fonctionner dans la durée, et cette tâche exige une exigence intellectuelle, une rigueur méthodologique et une indépendance réelle. Elle exige une capacité à penser au-delà de l'immédiat et à se projeter dans le temps long, à anticiper les évolutions, à intégrer les contraintes sans renoncer aux principes. Et face à tout cela, une question demeure simple dans sa formulation, mais immense dans ses applications.
Acceptons-nous de continuer à évoluer dans un cadre qui ne correspond plus pleinement à nos réalités, ou décidons-nous d'assumer la complexité de notre propre organisation? Cette question ne peut être éludée indéfiniment. Ne pas y répondre, c'est déjà y répondre. C'est choisir la continuité sans accepter le prolongement des déséquilibres. C'est, en quelque sorte, c'est différer une clarification pourtant nécessaire. Et à l'inverse, y répondre implique de faire face à la complexité, au risque, à l'incertitude, mais aussi d'ouvrir la possibilité d'une cohérence retrouvée, d'une capacité d'action renforcée, d'un alignement entre ce que nous sommes, ce que nous produisons et ce que nous décidons. C'est pourquoi, en cet instant, je veux à la fois exprimer une reconnaissance et formuler une exigence. D'abord, une reconnaissance envers celles et ceux qui, avant nous, ont tenu, ont résisté, ont permis que ce territoire continue d'exister malgré les épreuves. Une reconnaissance envers vous, qui êtes présents aujourd'hui, qui travaillez, qui réfléchissez, qui construisez. Et une exigence enfin envers nous tous, celle de ne pas réduire ce moment à un simple exercice de parole et de ne pas céder à la facilité, de ne pas oublier ce qui se joue ici engage bien plus que nos positions individuelles. Il engage notre capacité collective à nous hisser à la hauteur de notre histoire, à comprendre notre réalité et à assumer les conséquences de cette compréhension. Parce qu'au fond, la question est là, elle est simple et irréductible. Sommes-nous prêts à devenir pleinement responsables de ce que nous sommes ? Car devenir pleinement responsable de ce que nous sommes ne relève pas d'une posture, ni d'un simple positionnement politique, mais d'un engagement total. C'est exigeant, qui transforme profondément notre manière de penser, d'agir et de nous organiser. Cela signifie d'abord accepter une vérité fondamentale, c'est la responsabilité, et celle-ci, elle ne se négocie pas à distance. On ne peut pas imaginer que celle-ci se délègue, elle ne se partage pas avec des structures qui ne vivent pas nos réalités, elle se prend, elle s'assume, elle se construit dans le réel, dans la durée, dans la complexité. Et c'est précisément cette transition que nous devons opérer. Celle qui passe à un statut d'administré à celui d'acteur. D'un territoire géré à un territoire qui se gouverne lui-même. Non pas dans une logique d'opposition systématique, mais dans une logique d'alignement entre nos besoins, nos ressources, nos décisions et la dignité. Car être responsable, c'est d'abord regarder avec lucidité ce que nous sommes capables de faire. C'est cesser de sous-estimer notre potentiel collectif. C'est comprendre que nous disposons déjà des éléments fondamentaux d'une organisation gouvernementale autonome. Car nous avons travaillé sur l'économie productive, sur les compétences humaines, et nous développons les savoir-faire techniques, nos capacités d'innovation. Nous travaillons sur les objectivités de l'attractivité internationale avec nos pays alliés et nos ambassades, et surtout une cohérence territoriale qui permet une prise de décision à taille humaine. Mais tous ces éléments, tant qu'ils ne sont pas articulés par une volonté du peuple et la volonté politique, tout cela reste fragmenté, dispersé, parfois même contradictoire. C'est donc la responsabilité qui consiste donc à les organiser et à les structurer et à les orienter vers un objectif commun, le peuple. Cela implique une transformation profonde de notre rapport à l'économie, non plus à une économie subie, dépendante des décisions extérieures, mais une économie maîtrisée, orientée, régulée en fonction de nos intérêts.
Cela suppose de repenser la manière dont la richesse produite sur notre territoire est captée, redistribuée et réinvestie. Cela suppose d'avoir la capacité de définir des priorités, soutenir nos entreprises locales, garantir l'accès au logement pour nos habitants, préserver notre tissu social, investir dans les infrastructures adaptées à nos réalités et non à des modèles généraux. Cela suppose également de comprendre que la souveraineté économique n'est pas une fermeture, mais une capacité à choisir, à arbitrer, mais surtout à protéger ce qui doit l'être, tout en restant absolument ouvert sur le monde. Voilà, c'est ça la responsabilité de notre gouvernement. Et elle ne s'arrête pas à l'économie. Elle engage également notre organisation politique. Gouverner, pour nous, ce n'est pas seulement décider, c'est créer un cadre dans lequel la décision devient légitime, compréhensible, acceptée. Et cela exige des institutions solides, lisibles, équilibrées. Cela exige une séparation claire des pouvoirs avec la République française, une garantie effective des libertés, le retour de la transparence dans les processus de décision et une capacité à rendre compte. Ce que vous construisez ici, au sein de ce Conseil constitutionnel, au sein de ce gouvernement, n'est pas un simple exercice théorique. C'est la condition même de la crédibilité de ce que nous portons. Sans cadre, il n'y a pas de confiance. Sans confiance, il n'y a pas de stabilité. Et sans stabilité, il n'y a pas d'avenir durable. Être responsable, c'est aussi assumer notre place dans le monde tel qu'il est, et non tel que nous voudrions qu'il soit. Le contexte international que nous avons évoqué ne nous laisse aucune marge d'illusion. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, les tensions persistantes autour de l'Iran, les recompositions géopolitiques en cours nous rappellent que le monde est instable, imprévisible, traversé par des rapports de force. Et dans ce monde, l'innocence n'est pas une protection. La dépendance n'est pas une garantie. Seule la capacité à comprendre, à anticiper, à s'organiser permet de traverser les crises sans être broyé par elles. Cela signifie que notre réflexion ne peut pas se limiter à une échelle locale. Elle doit intégrer des dimensions stratégiques, énergétiques, sécuritaires et diplomatiques. Non pas pour rivaliser avec les grandes puissances, mais pour exister avec cohérence dans un environnement complexe. Et au-delà de toutes ces structures, au-delà des stratégies, il y a une dimension plus profonde encore, plus exigeante, celle de la maturité collective, de la conscience collective. Car aucune construction politique ne tient si elle ne repose pas sur une population consciente, impliquée, capable de comprendre les enjeux et d'accepter les responsabilités qui en découlent. Parce que ce n'est pas seulement revendiquer des droits, c'est accepter aussi des devoirs. C'est comprendre que chaque choix a un coût. Chaque décision implique des conséquences, que chaque avancée nécessite un effort. Ça suppose une forme de dépassement, une capacité à sortir des logiques individuelles. Car lorsque nous évoquons ceux qui avant nous ont résisté, ont tenu, ont combattu pour préserver ce territoire, on ne peut pas juste se contenter de les évoquer comme une mémoire. Leurs engagements nous obligent. Un peu de dignité, ils nous obligent à être à la hauteur, non pas en reproduisant leurs actes, mais en comprenant l'esprit qui les animait, celui du refus de la soumission, celui de la dignité, celui de la responsabilité. Eux n'avaient pas le luxe de l'hésitation. Nous avons celui de la réflexion. Mais celle-ci doit aboutir. Elle ne peut pas rester suspendue indéfiniment. C'est pourquoi cette deuxième étape de notre démarche est essentielle et elle marque le passage entre la prise de conscience et l'engagement, entre l'analyse et la décision, entre le constat et l'action. Et cette transition est toujours la plus difficile parce qu'elle implique
à la fois de quitter le confort relatif de la réflexion pour entrer dans la réalité et la mise en œuvre, mais elle implique de faire des choix parfois imparfaits, parfois contestés, mais nécessaires. Elle implique d'assumer. Alors oui, la question posée, c'est sommes-nous prêts à devenir pleinement responsables de ce que nous sommes ? Alors oui, une réponse qui dépasse les mots, elle appelle un engagement concret, progressif, structuré, elle appelle à une transformation de notre manière de nous percevoir et de nous organiser. Elle appelle en réalité à une forme de courage collectif. Non pas un courage spectaculaire, mais un courage durable, patient, lucide, celui qui accepte d'ailleurs la complexité sans s'y perdre, celui qui avance sans certitude absolue, mais avec une direction claire. Et si nous acceptons cela, alors ce qui aujourd'hui apparaît comme une transition deviendra avec le temps une évidence que nous aurons construite, pas à pas, décision après décision, responsabilité après responsabilité. C'est une évidence qui ne reposera pas sur des déclarations, mais sur des réalités absolument concrètes, visibles et tangibles. Car au fond, il ne s'agit pas seulement de savoir si nous pouvons devenir responsables de ce que nous sommes. Il s'agit de comprendre que nous n'avons plus réellement le choix. Vive la Savoie, vive sa souveraineté et vive la Savoie libre.